Copernicus, he had a scheme. Said the sun's the star of the scene. But what if we got a new dream? Shattering the heliocentric mean. Middle ground, where we found Earth at rest. Spin around, lines of truth, break the sound. With a center, watch us bound. Scientism got the praise, hiding facts in twisted ways. Geocentric glory days, lost in all the cosmic haze. Middle ground, where we found Earth at rest. Spin around, lines of truth, break the sound. With a center, watch us bound. Philosophy, not science here. Copernican whispers in your ear. Truth is close, never fear. Look around, make it clear. Middle ground, where we found Earth at rest. Spin around, lines of truth, break the sound. With a center, watch us bound. Watch us bound. Watch us bound. Philosophy, not science here. Copernican whispers in your ear. Truth is close, never fear. Look around, make it clear. Middle ground, where we found Earth at rest. Spin around, lines of truth, break the sound. With a center, watch us bound. Watch us bound. Watch us bound. Oh, in a world. All right, I think we're good. So, Bienvenue au welcome to the premier first épisode episode de Middle of Ground, Middle Ground. terrain d'entente. And obviously, a pun Bien sûr, vous voyez, title, c'est un jeu de mots. because Parce que si vous n'êtes pas you're nouveau not sur new to cette this chaîne, channel, then alors vous you savez, know nous we couvrons cover beaucoup de many choses things concernant la regarding cosmologie et la cosmology and Terre. the Earth. And, you know, Et ici, over nous ne here we don't croyons just pas blindly aveuglément believe ce qu'on nous dit sur la what we were Terre. told about the Et Earth, nous avons and trois we have grandes three affirmations real big claims that the Earth is selon lesquelles la spinning Terre and tourne, it's elle est tilted, inclinée, wobbling, and vacillante, it's et revolving elle fait sa around the sun rotation as it autour du shoots Soleil space alors qu'elle 500,000 traverse miles per hour l'espace with the à sun, 228 000 km par and heure that entire avec le solar Soleil et system avec tout shoots le through système the solaire, galaxy tandis que la galaxie at that half a traverse million l'espace à off a 2,1 millions de galaxy shoots kilomètres heure. 1.2 million through space. Et And il there est are en fait actually plus de more vecteurs que ça. vectors than that, but Il a so donc there's the l'idée que idea la that the Terre se Earth is déplace moving à toutes all ces these vitesses et different vecteurs différents, crazy, fous et inconceivable inconcevables, mais speeds vous and ne pouvez pas le vectors to sentir. fulfill it. Et And then puis, there's il y a the l'idée idea que that la the Terre Earth est une is a sphère. sphere. It's Elle curving courbe à un at rythme a précis, specific avec une rate, taille specific spécifique, size. et nous We know connaissons chaque everywhere endroit sur we're in Terre. the Earth. And then there is the claim Et puis il y a that l'affirmation selon we laquelle are nous serions enfermés dans un encapsulated vide in a vacuum, and et we que nous live in a vivrions dans pressurized un system système sous that's pression inside of à a l'intérieur vacuum. d'un vide. And I J'appelle called cette this série middle Middle ground Ground, terrain d'entente, because having the parce que si l'on conversation discute de about la whether or question de not the Earth savoir si is la Terre se actually déplace réellement moving avec tous all ces those différents different vecteurs, vectors, and that cela would mean signifierait qu'on a deux either options. the Soit Earth la is at Terre est au rest or repos, it's soit not. qu'elle If ne the l'est Earth is pas. at Et si rest, la it would Terre be est in au the repos, center elle of serait au the centre de universe, l'univers de perceivably. manière perceptible. And the alternative Et is l'alternative est oftentimes souvent referenced appelée as le the modèle heliocentric héliocentrique. model. Actually, a En fait, une misnomer that's appellation quite erronée qui est archaic. assez Now we call archaïque. it a On l'appelle solar maintenant un barycentric modèle model barycentrique just in the solaire, local juste pour le system. système And of local. course, there's this Et bien sûr, massive il y a cet univers massif en expansion accelerative qui accélère. expanding universe
Avec nos télescopes, nous observons que la limite de l'univers visible se trouve apparemment à 46 milliards d'années-lumière, etc. Mais pour simplifier la conversation, on dira héliocentrique, l'idée que la Terre tourne autour du Soleil et que le Soleil est au repos par rapport à la Terre, ou que la Terre est au repos et que le Soleil tourne autour de la Terre de la manière dont nous le percevons. Et c'est une conversation de terrain d'entente, car, comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas nouveau, vous savez que je ne crois pas du tout que le modèle dominant soit vrai. Je suspends la croyance et j'applique des preuves empiriques et une logique de base, et vous découvrirez que la Terre est en fait un plan topographique stationnaire. Cela dit, chaque fois que j'essaye d'avoir une conversation avec quelqu'un sur le géocentrisme, il passe immédiatement à autre chose et essaye de caricaturer cette idée avec une soi-disant Terre plane, entre guillemets, un terme presque assurément créé et popularisé par quelqu'un comme la CIA pour discréditer cette discussion et la faire passer pour stupide. Par exemple, si je dis «Avez-vous des preuves exclusives que la Terre tourne autour du Soleil?» Alors en face, ça répondra «Et vous ne pouvez même pas expliquer les éclipses sur une Terre plane. C'est totalement hors sujet.» Alors, rencontrons-nous au milieu, discutons. C'est l'idée de la nouvelle série. Et bien sûr, c'est un mini jeu de mots. Le terrain fait référence à ce qui se passe sur la Terre, donc vous comprenez. Bien sûr, si la Terre ne bouge pas, cela nous placerait au milieu de l'univers. Alors, bienvenue dans l'émission. J'encourage les gens à envoyer ceci à des personnes qui seraient nouveaux à ce sujet. J'espère que l'intro n'a pas déclenché trop de dissonance cognitive. Car on dit que c'est la marque d'un esprit intelligent de pouvoir envisager des idées alternatives sans y croire. Et bien sûr, le fait de les rejeter avant d'enquêter est un comble de l'ignorance. Alors voilà pour l'intro. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, j'ai beaucoup parlé du géocentrisme. J'ai une émission appelée Géocentrisme. Elle dure environ 3 heures et je passe en revue toutes sortes de citations d'astronomes et d'astrophysiciens de renom discutant du sujet du géocentrisme et de sa viabilité ou de ses manquements, si toutefois il y en avait. Et cette introduction à la nouvelle série sera similaire à la suite. Elle sera très simple, très basique, de niveau très introductif. Alors nous allons vraiment entrer dans cette conversation, une conversation qui est entièrement étouffée. Elle est essentiellement étiquetée comme dissidente pour même l'entretenir. Et quand vous épluchez vraiment les couches et que vous comprenez ce qu'est réellement cette conversation, l'idée qu'elle soit moquée et ridiculisée et étiquetée comme dissidente ou folle est extrêmement ironique et très riche. Et la vérité n'est pas pour tout le monde. Donc, si vous ne pouvez pas explorer cette discussion sans être entravé par des idées préconçues et une pression à vous conformer au consensus, cela risque d'être compliqué. Mais avec tout ce qui a été dit, on va y aller. Et bienvenue à tous. Nous sommes sur Rockfin, Rumble, X et YouTube. Vous pouvez soutenir le flux à ko-fi.com/witsit. Et allons-y directement pour la présentation. Nous y voici au premier épisode qui s'intitule Le principe copernicien. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ce sujet, nous allons vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Je vais essayer de ne pas vous submerger, car je connais assez bien cette conversation et elle est profonde. Et je ne veux pas submerger quelqu'un qui est nouveau dans ce domaine. Si vous restez et que vous regardez l'émission chaque semaine, nous essayerons de la garder dans des limites gérables, pas super longs. Et si vous continuez à la suivre, vous serez prêt à aborder des discussions plus approfondies et complexes, pour ainsi dire. Cela va vous époustoufler. Si vous êtes novice sur le sujet, vous serez absolument sidéré d'apprendre qu'on ne vous en a jamais parlé, que c'est occulté et, au minimum, grossièrement déformé par les médias grand public. Au minimum, cela a été tactiquement omis et déformé. Et pour cette seule raison, cela devrait vous intéresser. Et vous devriez ressentir le besoin de vous informer, au lieu de laisser d'autres personnes se faire une opinion à votre place sur un sujet que vous ne comprenez même pas. Ok ?
Alors, rentrons dans le vif du sujet du principe copernicien. J'ai découvert que la grande majorité du public ne sait même pas ce que c'est. Mais une fois que vous l'expliquez, ils y croient. Alors allons-y. Le principe copernicien, dans sa forme classique, est le principe selon lequel la Terre ne se trouve pas dans une position physique privilégiée ou spéciale dans l'univers. C'est donc l'idée que la Terre n'occupe pas une position spéciale ou unique dans l'univers, que nous ne sommes pas un observateur privilégié ou spécial. En gros, c'est l'idée que la Terre est ce minuscule grain de poussière et qu'il est caché dans ce coin insignifiant de cet univers de vide en constante expansion avec une taille et une magnitude inconcevables pour l'esprit charnel. En gros, vous êtes tout simplement insignifiant. C'est l'idée. La raison pour laquelle on l'appelle le principe copernicien, c'est qu'une fois que vous acceptez l'idée du modèle de Copernic, présenté par Nicolas Copernicus, l'idée que la Terre tourne en fait autour du Soleil, notamment dans les temps modernes, cela rend la Terre assez insignifiante dans le grand ordre des choses. Et donc, le principe copernicien a été rétroactivement attribué à Copernic sur la base des implications de son modèle, combiné aux observations astronomiques modernes. C'est donc l'idée que la Terre n'occupe pas une position spéciale ou unique. Vous pouvez probablement réaliser l'importance philosophique et les implications de cette idée. Si c'était vrai, c'est radicalement différent de l'alternative, qui est que la Terre occupe une position spéciale et unique. Cela mérite donc d'être étudié à première vue, si vous comprenez la philosophie qui se cache derrière. Continuons. C'est donc une citation de Copernic. Et finalement, nous placerons le Soleil lui-même au centre de l'univers. Ok. Vous remarquerez peut-être qu'il personnifie le Soleil, ce qui est assez étrange. La raison pour laquelle j'ai commencé avec cette citation est qu'on nous dit en gros que l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, qu'il existe un système solaire avec différentes planètes et que nous savons exactement comment cela fonctionne. Nous savons exactement quelle est la taille de chaque planète et à quelle distance elle se trouve, quelle est la taille de l'univers et à quel point le système solaire est petit dans cet univers. Ça nous est présenté comme une science définitive. En fait, quand on est enfant, on nous dit que c'est un fait définitif, incontestable. On ne nous donne pas l'alternative parce que nous savons que c'est un fait définitif. Et rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ce n'est pas de la science dans son origine. Parce que d'un côté, les gens diront, nous savons cela depuis des centaines d'années, la science a prouvé. Et ils ont dû se battre contre l'Église et la religion pour prouver que la Terre tournait autour du Soleil, qu'il y avait un modèle héliocentrique il y a des centaines et des centaines d'années. Nous le savons depuis si longtemps. Non, en fait, à cette époque, ce que les gens proposaient comme anomalie était que le Soleil était le centre de l'univers entier et que la Terre tournait autour de lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il le personnifie ici. J'ai décidé de ne pas consacrer cette émission spécifiquement à Copernic et à tout ce qui l'impliquait. Je pourrais parsemer d'autres citations très révélatrices à son sujet à l'avenir dans d'autres épisodes. Mais pour faire court, c'était un occultiste. Il a déifié le Soleil. Il croyait que c'était la personnification symbolique de l'illumination. C'était le chemin vers l'apothéose. Il l'a constamment personnifié. Il a dit qu'il chantait un chant céleste et que tous les autres corps, les corps célestes, lui rendaient hommage et adoraient essentiellement la divinité qu'est le Soleil. Et c'est pourquoi il l'a qualifié d'entité personnifiée. Il est très clair à ce sujet. En fait, il dit à un autre moment dans le temps que, sur la base des conceptions anciennes, selon lesquelles il déifie le Soleil, j'ai senti qu'on m'avait donné la permission d'accéder à ma compréhension intuitive, selon laquelle le Soleil est en fait une divinité. Je paraphrase légèrement. C'est donc intéressant. Juste pour exposer cette prémisse générale ici, cela n'a pas commencé en tant que science, mais en tant que quelque chose de bien différent. Et un autre point important de cette citation ici est qu'il a dit que le Soleil était au centre de l'univers. Et si vous savez quelque chose sur la cosmologie moderne ou sur les affirmations cosmologiques modernes,
Le Soleil est loin d'être proche du centre de l'univers. Et c'est une idée très primitive et archaïque, et elle n'est même pas viable sur la base d'observations astronomiques. Alors il a proposé ça comme une alternative au fait que la Terre soit au centre de l'univers. Et donc, ce que vous découvrirez dans cette série, c'est que le fait que la Terre soit au centre de l'univers est en fait, à ce jour, en 2024, viable. Et non seulement viable, mais c'est en fait plus viable et sans doute la seule explication possible. Donc, si nous devions appliquer une logique simple ici, à l'époque où il a proposé l'idée que le Soleil était au centre de l'univers, que tout tourne autour de lui, cela a été exclu comme possible. Pourtant, la compréhension réelle à laquelle il a proposé cela en opposition est toujours beaucoup plus viable que ce qu'il a proposé. Observez la façon dont cette histoire est mal représentée dans le courant dominant et dans le consensus et via l'endoctrinement appelé l'éducation. Cela devrait vous interpeller. Ensuite, Copernic, encore une fois. Près du Soleil se trouve le centre de l'univers. De plus, comme le Soleil reste stationnaire, tout ce qui apparaît comme un mouvement du Soleil est en réalité dû au mouvement de la Terre. Ok, j'ai donc ajouté cela pour des raisons évidentes. Il énonce donc ici la prémisse de base. Et je pense qu'il est important que vous compreniez cela lorsque vous vous lancez dans cet examen et cette enquête. C'est la prémisse de base. Copernic disait qu'il croyait que le Soleil était une sorte de divinité céleste, que tout tournait autour de lui. Et sur la base de cette hypothèse, cela signifie que le Soleil reste stationnaire au centre de l'univers et que tout tourne autour du Soleil, ce qui en fait essentiellement l'éloge. Et donc, chaque fois que nous voyons le Soleil bouger, c'est en fait une illusion. Le Soleil est stationnaire, il ne bouge pas. Il apparaît de cette façon parce que nous nous déplaçons. C'est donc le principe de base ici. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la série et que nous étudions les prétendues preuves de l'héliocentrisme, elles sont presque toutes exactement de la même nature. Si je dis « Pouvez-vous me fournir une preuve exclusive que la Terre tourne autour du Soleil ?» Quelqu'un dira « Les saisons ». Je dis « Qu'entendez-vous par les saisons ? Comment cela prouve-t-il que la Terre tourne autour du Soleil ?» Eh bien, nous voyons le Soleil, il se déplace dans le ciel tout au long de l'année pour nous donner les saisons, parfois les plus proches, parfois les plus éloignées. Donc, votre preuve que la Terre bouge autour du Soleil et que nous voyons le Soleil se déplacer, mais selon vous, il est en fait stationnaire, complètement immobile, ne se déplaçant pas. Si vous ne voyez pas en quoi c'est fondamentalement illogique et franchement insensé de croire qu'il s'agit d'une quelconque preuve exclusive, je vous encourage à réfléchir à ce dont nous venons de parler. C'est pourquoi j'ai mis cette citation-là. Ce ne sont que quelques citations de Copernic, évidemment. Il écrit, vous voyez, en 1543, je crois que c'est ça, la révolution des sphères célestes. Et c'était en latin. Et nous en parlerons plus en profondeur. Mais je veux vraiment faire comprendre ce qu'est le principe copernicien, comment il s'applique à l'époque moderne. Bien qu'au départ, on vous dise de répéter la propagande selon laquelle nous savons que la Terre tourne autour du Soleil depuis des centaines d'années. Quelle stupidité! Non, en fait, cette idée était si primitive, contre-intuitive, antithétique aux preuves, inadmissible logiquement et stupide, qu'elle est ridiculement impossible à ce stade. Alors, ils déplaceront les objectifs et diront quelque chose comme « Eh bien, vous savez, de nos jours, nous avons plus de preuves et nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. » Bon alors, le récit que vous utilisiez pour vous moquer des gens qui n'y croyaient pas aveuglément doit être abandonné. Vous n'allez pas continuer à le dire, n'est-ce pas? Vous n'allez pas continuer à faire cette fausse affirmation erronée que vous avez prouvée il y a des centaines et des centaines d'années, parce que le modèle n'est même plus ce qu'il était. C'est loin d'être le cas. Ils ont dit que le Soleil était au centre de l'univers. Et c'est loin de ce qui est affirmé aujourd'hui, si la Terre bouge. Le Soleil ne peut pas être au centre de l'univers. J'espère donc que vous comprenez ce que je dis ici. J'essaye de garder ça très simple et que vous êtes suffisamment honnête intellectuellement pour comprendre. Vous allez avoir ce thème récurrent, selon lequel les récits de propagande qu'on vous demande de répéter, et que vous entendrez tout le monde répéter, et ils le feront avec une confiance illusoire, ils se moqueront et ridiculiseront, sont en fait des arguments de propagande très ignorants et facilement réfutés. Cela devrait vous faire vous demander si ce que vous dites est vrai. Pourquoi devriez-vous créer et élaborer de tels scripts?
All right. Here we have Nous avons a ici une bit of a petite bombe bombshell pour for vous, you, because I know car je some sais que people certaines are personnes familiar with this connaissent cette conversation, so conversation. I wanted to Je voulais drop a donc vous little dévoiler gem un that I petit bijou que recently j'ai récemment discovered in there, découvert, and we will have a et lot of nous en these aurons in this beaucoup dans new cette nouvelle series. série. But um, if you're not Mais si vous n'êtes familiar pas with kind of the familier avec la sequence of séquence events, des you have événements, vous Ptolemy, avez a Ptolémée, un geocentric modèle model, géocentrique, and then you puis on fast avance dans le forward and temps you et get vous obtenez Copernicus, Copernic en 1543. 1543. You fast forward Si a vous little avancez dans le more, you temps get encore un peu, Tycho vous obtenez le Brahe's modèle de model, Tycho Brahe, a un modèle slightly revised géocentrique geocentric légèrement model. You révisé. fast forward a little bit Vous more, you avancez get encore et vous obtenez les Kepler's lois de Kepler. laws. Okay, and just to come back over here and make sure you get it, Kepler's laws Les lois de is Kepler the sont idea, l'idée, or ou more plutôt la so, it is cartographie des the planètes. mapping of the planets. It's a C'est une geometric cartographie géométrique mapping des of the planètes. planets. La Geometry, géométrie, shapes, les formes, les measurements, and mesures de images. formes. So basically, we Donc, took en gros, nous avons fait des made calculs basés sur les calculations based mouvements on the observés des observed planètes dans le motions ciel. of the Nous les avons quote-unquote planets in cartographiées, the elles ont sky. un We mapped cycle, them elles out. se They have a déplacent par cycle. rapport They à la move in Terre. relation Nous to les the Earth. We cartographions map à them out from partir the de la Earth's position de position, la Terre and then we et nous realized that they réalisons had a ensuite qu'elles ont relationship une with us, relation. a Il somewhat existe un consistent rapport et une relation assez ratio and cohérents relationship based basés on sur how la these planets façon dont move in ces planètes relation se to the Earth déplacent par rapport when à la we're Terre observing où it nous in les relation to the observons sun. et par rapport au Soleil. And so they Et take donc the ils prennent la periodicity and the périodicité et les radii rayons of de these ces different différents motions, mouvements, and et vous, you throw it in with vous their les ajoutez au cycle cycles, et and vous then you obtenez get alors what's ce qu'on called appelle les Kepler's lois de laws. Kepler. Et And c'est de this la is cinématique. kinematic, so it has nothing Donc to cela do n'a with rien à voir avec le if fait que it's ce soit truly vraiment viable viable in terms of like en termes de, quote entre unquote, guillemets, gravity or a gravité force ou de that's force causing qui it les to move. fait It has nothing bouger. to do Ça with n'a that. rien à It's voir avec literally tout cela. just to put it very C'est crudely, it's like littéralement, a pour le dire caveman très going crûment, out there comme un homme des and cavernes qui writing sort et down what he écrit ce sees in qu'il the voit dans le sky ciel, and then puis handing le it off transmet à to his ses enfants. children. And over the Et au course of fil du time, temps, they had ils it ont mapped réussi à out pretty well. cartographier They know assez where the bien les planets are choses. going to Ils be, savent où les and then they planètes vont just se trouver added et an ils ont equation, juste ajouté une five équation ou equations to appliqué une équation understand pour where comprendre où the ces planets planètes se would be. trouveraient. Here's Et what they voici won't tell you cependant ce though. qu'ils ne vous diront pas. This is Et very c'est très interesting. intéressant. So this Alors, is c'est William Donahue, William Donahue, a un well-respected astronome très astronomer. respecté. Quote, "We might at Nous this pourrions à point ce stade condemn condamner Kepler of Kepler pour fraude fraud et and clore bring the l'affaire. case to a close, but this Mais ce would be serait to ignorer ce qui ignore peut what is être la perhaps the question la most plus fascinante. fascinating question. Why did Pourquoi he do l'a-t-il it?" fait? He later Il goes on to poursuit plus say, tard en "How disant could comment Kepler, with Kepler, his avec high son grand regard respect for pour the la truth, vérité, a-t-il perpetrate pu such a perpétrer une patent fraude aussi fraud?" patente? And that's Et ce Kepler's sont les fabricated chiffres figures fabriqués par covering up the Kepler mess, qui and then dissimulent the le désordre et astronomy la nouvelle by again astronomie. Dr. Dr William William Donahue, Donahue, Journal for the le History journal of de l'histoire de Astronomy, l'astronomie, 1888. Now, 1988. this is what Voilà ce qui s'est happened. passé. You have Kepler, Alors, on a again, Kepler, il many y a hundreds of plusieurs years centaines ago, d'années. and Et many beaucoup de people will gens vous tell you that diront que les Kepler's lois de laws Kepler prove prouvent heliocentricity, which l'héliocentrisme, is ce qui est tout just simplement grossly grossièrement inept and inepte, ignorant, ignorant et faux. untrue. But what's Mais ce qui est wild, fou, and you're going et to see vous allez this voir happen cela over se and over again. produire encore et I put a encore et few encore. examples J'ai in mis this quelques first show. exemples dans cette première émission. You get Vous all the way remontez up into the jusqu'aux années 80s, 80 and you have to et have vous a devez professor avoir un of professeur en astronomy astronomie look pour through examiner les Kepler's données raw brutes de data in Kepler his dans ses writings. écrits. He actually Il a en fait traduit translated les écrits de Kepler Kepler's à writings partir du from latin. Latin. So C'était donc that un was a historien de major, that's why he l'astronomie won majeur, c'est pourquoi awards. elle a He was remporté des well prix. revered Il for était his très work. vénéré pour son travail. What he Ce qu'il a discovered découvert, was c'est that que si ce sont it's ses écrits et ses his affirmations writings qui and sont si plans are manifestement so patently frauduleuses, fraudulent. All you have tout to ce que vous do avez is à faire, compare the calculations c'est de comparer to les the calculs chart au of tableau des data, données, les données observational data d'observation, in a à pre genre in un like a chapitre previous chapter. précédent. And that it's just Et ce not n'en est even même pas close. proche. He claims Il affirme avoir computational obtenu un success succès based on computationnel inputs basé that sur des actually entrées aren't qui, in en the réalité, data. ne se trouvent pas dans les données. He had to Il a dû manipuler intentionally intentionnellement les données manipulate réelles. the actual data. So what he did Alors, ce was qu'il a make fait, c'est computational formuler des assumptions, hypothèses so computationnelles, theoretical donc des hypothèses assumptions based théoriques on basées sur ses his propres proposed idées. idea Son idée that wasn't proposée ne working. He fonctionnait pas, couldn't il ne get it to pouvait pas la work. faire fonctionner. He then Il a ensuite effectué computated des it calculs based on his basés sur des assumptions hypothèses and et a fait semblant pretended qu'ils étaient that it fondés was sur des données based on the d'observation en input entrée. of observational data. Ce This professor professeur looked l'a through it and it examiné, et wasn't cela n'a pas été until
détectés avant les années 80. Pensez-y. Combien de fois les gens disent-ils les lois de Kepler, Johannes Kepler, vous savez, ça c'est qu'un J, mais ça se prononce comme si c'était un Y. Johannes Kepler, il l'a prouvé, les lois de Kepler, prouvez-le, expliquez les lois de Kepler. Je l'entends tout le temps. Ils ne savent pas que les lois de Kepler ne fonctionneraient même pas avec les données d'observation. Maintenant, un petit aparté historique ici, juste pour que vous le sachiez. Il était l'élève de Tycho Brahe.
Tycho Brahe est en fait celui qui a compilé toutes les données d'observation. C'était avant les télescopes. Et donc il avait son propre petit mécanisme qu'il utilisait. C'était très diligent, basé sur le méridien et le temps sidéral réel auquel vous faites l'observation. Il élaborait méticuleusement ses observations au fil du temps. Et c'était une ressource incroyablement précieuse à l'époque. Et Kepler était en gros en dessous de lui. Il y a une sorte de conspiration selon laquelle il est mort après un banquet. Ce type a une vie mouvementée, il s'est battu à un moment donné à l'épée, s'est fait couper le nez, et donc il se promenait avec un faux nez en or ou en argent. Mais malgré tout, il a continué à travailler sur l'astronomie et son modèle géocentrique. Et puis on entre dans le fait qu'il est allé à un banquet et qu'il est mort. Et puis quelqu'un a apparemment pris sa dépouille et l'a examinée, a testé sa moustache en 1991 et a vu qu'elle contenait des tonnes de mercure. Et donc on suppose qu'il a été en fait empoisonné. Et certains spéculent qu'il s'agissait en fait de Kepler en se basant sur le petit nombre de personnes qui étaient si proches de lui, et ce banquet, etc. Et bien sûr, il était le plus en difficulté parce qu'il a obtenu toutes les données de son professeur, toutes les données d'observation. Il les aurait prises et l'a trahi. A retourné toutes ces données, a menti sur le fait que les données d'observation ne correspondaient pas à ses hypothèses de calcul. Et il est présenté comme un génie qui a cartographié les planètes jusqu'à ce jour. Et il était manifestement frauduleux. Donc, si je racontais pleinement l'histoire, les gens diraient que je mens. Alors j'anticipe, et j'ai simplement cité le gars qui l'a fait. Je vous encourage à aller lire ceci. C'est bien pire que cette citation. Bien pire que cette citation quand vous allez le lire. Une lecture très intéressante. Ce sont les chiffres fabriqués par Kepler qui dissimulent le désordre et la nouvelle astronomie. Et c'est assez intéressant si vous n'êtes pas familier avec Kepler. Alors, vous aurez compris, les lois de Kepler ont cartographié les planètes, une fraude totale. Maintenant, nous allons vraiment creuser ce sujet dans les prochains épisodes. Est-ce que les lois de Kepler fonctionnent vraiment? Et attendez, qu'est-ce qui se passe avec Mars? Et ce sera peut-être le sujet des prochains épisodes. Kepler parle toujours de Mars, Mars, Mars. Il n'a pas réussi à faire fonctionner Mars. Attendez que je vous balance la bombe à propos de Mars. C'est assez dévastateur pour toute hypothèse selon laquelle la Terre se déplace dans l'espace. Ok, continuons. Alors, ceci. Je veux juste que vous suiviez ce thème récurrent ici, d'accord? On nous dit que Copernic était un scientifique, qu'il combattait l'Église et qu'il avait peur de révéler son histoire parce que l'Église allait la voir de toute façon jusqu'à son lit de mort. Mais en réalité, il était en fait un bon ami de l'Église, à qui il a évoqué sa théorie de l'héliocentrisme une décennie plus tôt. Il n'avait peur de rien. C'est un mensonge complet et total, similaire au sous-entendu occulte de certaines pratiques de l'Église catholique ancienne. Il était un adorateur du soleil. Donc non, il ne craignait rien, c'est un mensonge complet. Il n'a pas attendu son lit de mort pour proposer l'héliocentrisme, ça aussi c'est un mensonge total. Il met également dans la préface et l'avant-propos de son livre qu'il n'est même pas nécessaire que sa théorie soit probable ou vraie. Il ne pense pas que ce soit le cas, mais il pense que cela rend les mathématiques plus simples et faciles à résoudre. Et c'est pourquoi il l'a fait. Il ne pensait même pas forcément que c'était vrai. Et alors les gens disent que c'était un génie, qu'il avait tout compris. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais il avait un parti pris spirituel ou religieux et philosophique envers l'idée que le Soleil était au centre. Il pensait que c'était encore la personnification symbolique de l'illumination, de l'apothéose, du chemin pour devenir divin. Ok ? Alors voilà, nous avons complètement été trompés dans le courant dominant à propos de Copernic. Jusqu'à nos jours, recherchez dans Google sur Copernic, sur ce qui s'est passé. Les recherches Wikipédia vous mentiront. Pareil pour Google. Intéressant. Pourquoi devrait-il faire ça? Et nous en arrivons maintenant à Kepler. Exactement la même chose. On a complètement menti. Ils ne vous disent pas qu'il a délibérément commis une fraude, fabriqué des chiffres et des données computationnelles et menti sur les données d'observation. Pourquoi devrait-il faire ça? Alors voici la copie originale d'un morceau de papier qui n'a été retrouvé que récemment. Ok ? Et cela vient du Principia d'Isaac Newton. En voici une autre copie. Il s'agit de la proposition 43, théorème 22, du Principia de Newton, page manuscrite originale. Et cela n'a été découvert que récemment, au XXe siècle. Bien sûr, cela a été écrit au XVIIe siècle. Et quand elle a été publiée, cette dernière page, la proposition finale, elle a été supprimée. Je me demande pourquoi. Pourquoi supprime-t-il tactiquement? Parce que si vous écrivez une proposition entière, l'un des écrits les plus célèbres de tous les temps, n'est-ce pas? Le Principia de Newton.
Vous allez mettre quelque chose comme la dernière chose que vous voulez que le lecteur lise. La dernière chose. Pourquoi quelqu'un supprimerait-il cela avant la publication? Et pourquoi a-t-il fallu des centaines d'années pour que les gens découvrent que c'était là à l'origine? Voici pourquoi. Parce que ce qui est dit est pour que la Terre soit au repos, au centre du système du Soleil. Attendez, je pensais que Newton avait prouvé que la Terre tournait autour du Soleil. Il le savait, il l'a prouvé, par la gravité qu'il l'a prouvé. Pour que la Terre soit au repos au centre du système du Soleil, des planètes et des comètes, il faut à la fois la gravité universelle et une autre force en plus qui agit sur tous les corps de manière égale, selon la quantité de matière dans chacun d'eux, et qui est égale en opposition à la gravité accélératrice avec laquelle la Terre tend vers le Soleil. Car une telle force agissant sur tous les corps de manière égale et le long de lignes parallèles ne change pas leur position entre eux et permet aux corps de se déplacer entre eux par la force de gravité universelle de la même manière que si elle n'agissait pas sur eux. Puisque la force est égale et opposée à sa gravité vers le Soleil, la Terre peut vraiment rester en équilibre entre ces deux forces et être au repos. Et ainsi, les corps célestes peuvent se déplacer autour de la Terre au repos, comme dans le système tychonique. Donc voilà, Isaac Newton, proposition Principia 43, théorème 22. Pour ne pas vous submerger, si vous êtes novice dans ce domaine, je vais vous l'expliquer. Newton a proposé l'idée de la gravité. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les lois de Kepler et il y a simplement ajouté la masse. Il a dit, OK, eh bien vous avez cartographié les planètes. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, nous devons trouver une sorte de cause dynamique, une force. D'accord, alors, qu'est-ce que toutes ces choses ont supposément, selon nous, qui pourrait expliquer pourquoi elles se déplacent les unes par rapport aux autres dans ce ratio, dans cette relation? La matière. Alors il dit, OK, eh bien nous allons quantifier la matière. Nous allons trouver le concept pour quantifier la quantité de matière. Nous appellerons cela la masse et nous l'insérerons dans votre équation. Nous allons ajouter de la masse à votre équation et prétendre que ce qui fait bouger ces choses les unes autour des autres doit faire intrinsèquement partie de la matière, de la masse. Alors, il continue en disant qu'il ne croit même pas nécessairement à cette théorie, qu'il ne peut même pas la comprendre ou la concevoir, que cela le stupéfie, que si sa théorie est un semblant de vérité, cela doit être un acte direct de Dieu. Le temps réel qui fait que cela soit le cas, le temps réel qui met en œuvre cette propriété, parce qu'elle ne peut pas être réellement légitimée autrement que par hypothèse. Et il continue en disant que, alors, si nous devions prendre cette idée de ma gravité, et à nouveau, c'est la dernière page qui a été supprimée avant la publication. Si nous prenons mon idée de la gravité, cela ne signifie toujours pas que la Terre doit tourner autour du Soleil. Même si nous supposons que le Soleil est bien plus grand que la Terre, cela ne signifie toujours pas cela, car s'il y a une réaction égale et opposée, et il évoque le fait qu'il agirait sur tous les corps de matière égale le long de lignes parallèles, parce que bien sûr vous comprenez l'idée des lois du mouvement de Newton, qu'un objet continuera sur une trajectoire rectiligne à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. C'est la loi classique de Newton, d'accord? C'est comme si vous lanciez une balle de baseball, elle continuera tout droit à moins qu'une force extérieure n'agisse sur elle. Et donc il évoque ça, que si vous prenez son idée de la gravité, la Terre pourrait toujours être au centre et établir véritablement un état d'équilibre, s'il y avait juste une réaction égale et opposée à ce que nous appelons la gravité. S'il y avait une force apparentée à cela, qui s'opposerait à cela, qui était fondamentalement la réciprocité, la réaction égale et opposée. Alors vous pourriez avoir la Terre au centre, en équilibre avec l'univers entier, avec tout ce qui se déplace autour d'elle à perpétuité. Vous n'auriez pas vraiment besoin d'y ajouter quoi que ce soit d'autre. Et en fait, la Terre pourrait absolument être au repos. Maintenant, la raison pour laquelle cela a été supprimé, à mon avis, c'est une spéculation, c'est parce qu'ils ont poussé ce type avec le récit selon lequel Kepler, en plus de Newton, a prouvé l'héliocentrisme, a prouvé que la Terre tourne autour du Soleil, qu'ils ont prouvé la gravité. Ce n'est pas vrai du tout. Ceci est un mensonge. Alors voilà, ce sont tous les personnages principaux dont je ne vous ai donné qu'un petit aperçu. Parce que je ne veux pas que l'émission soit trop longue. Je veux que ce soit digeste dès le premier épisode. Je vous donne juste un avant-goût de chacun des personnages principaux qu'on nous raconte dans la version traditionnelle de l'histoire mainstream, de ce qui aurait vérifié et découvert l'héliocentrisme. Et tout cela n'est qu'un mensonge. Tout cela est un mensonge tactique. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, si vous êtes intellectuellement honnête, vous allez immédiatement abandonner tous ces arguments qui excluent et omettent ces informations que vous ne connaissiez pas auparavant. Si vous n'êtes pas honnête, vous pouvez continuer à le répéter. Je m'en fiche. Je ne suis pas ici pour faire du prosélytisme. Je suis ici pour montrer aux chercheurs de vérité la vraie information.
Alors, si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous avez vu cette citation plusieurs fois. Mais je pense qu'elle est très révélatrice et qu'elle fait vraiment passer le message. Je pense que c'est la citation la plus importante. Ouvrez les guillemets. Les gens doivent être conscients qu'il existe une gamme de modèles qui pourraient expliquer les observations. Par exemple, je pourrais vous construire un univers sphériquement symétrique avec la Terre en son centre et vous ne pouvez pas le réfuter sur la base d'observations. Ellis a publié un article là-dessus. On ne peut l'exclure que pour des raisons philosophiques. À mon avis, il n'y a absolument rien de mal à cela. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que nous utilisons des critères philosophiques pour choisir nos modèles. Et beaucoup de la cosmologie essaye de cacher cela. C'est le cosmologiste George Ellis, A Scientific American Thinking Globally Acting Universally, octobre 95. Ce qui est très important ici, c'est qu'il dit, en fait, la Terre pourrait être au centre. Je peux vous faire un modèle qui fonctionne avec la Terre au centre. Et ce n'est pas basé sur le fait que nous pouvons réellement le réfuter, sur la base d'observations vraies. C'est parce que nous avons un parti pris philosophique à son égard et que nous choisissons notre modèle sur la base de critères philosophiques. Et je ressens simplement le besoin de le dire aux gens parce que les gens le cachent. Ils ne vous disent pas qu'il s'agit en fait d'une décision biaisée, idéologiquement ou philosophiquement, que c'est de la science, que c'est définitif, que c'est prouvé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ceci est très important, parce que voilà le problème, ok? Le principe copernicien est une philosophie. C'est l'idée ou le concept, c'est l'idée que la Terre n'occupe pas une position spéciale. C'est une croyance. C'est la croyance, le parti pris philosophique, la croyance que la Terre n'occupe pas une position spéciale ou unique. Et ils diront, eh bien, compte tenu de la taille que je crois de l'univers, il est logique pour moi de supposer que la Terre n'occupe pas une position spéciale ou unique dans cet immense univers. Ce serait arrogant ou égocentrique, centré sur la Terre, n'est-ce pas? Je ne pense pas que nous soyons si importants, je ne suis pas si prétentieux par modestie. Vous savez, il me semble plus logique que la Terre ne soit ni spéciale, ni unique, et qu'il se trouve que nous ayons une Terre, que vous avez cet immense univers, et que vous avez des tonnes de chances et d'opportunités pour qu'un jour quelque chose comme la Terre existe, et que nous ne connaissons la Terre que parce que c'est là que nous vivons. Alors bien sûr, nous allons penser qu'elle est spéciale de notre point de vue limité, mais en fait ce n'est pas le cas. Je vous fais la promo théorique et philosophique. Je viens de vous faire un Stillman. Ce n'est tout simplement pas de la science. Ce n'est pas du tout de la science, c'est une philosophie. Donc vous construisez toutes sortes de modèles basés sur cette philosophie, le principe copernicien. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Maintenant, l'alternative est que la Terre est spéciale, elle est unique, elle occupe la position la plus unique de l'univers, en fait au centre de l'univers entier, et tout bouge autour d'elle comme nous le voyons. D'accord? Eh bien, vous ne pouvez pas réfuter cela en vous basant sur des observations. Vous devez rejeter ça en vous basant sur votre philosophie selon laquelle vous pensez que la Terre n'est pas spéciale, qu'elle n'a pas de position spéciale. Et voici la partie importante, on ne vous a pas dit ça, on ne vous a même pas parlé de l'idée du géocentrisme. Et si vous investiguez ça maintenant, c'est genre, on sait que maintenant le géocentrisme est faux. Et les gens se moqueront de vous, et se moqueront de vous si vous osez dire que vous ne croyez pas au système solaire. Les gens se moqueront de vous. Ils n'en savent rien, mais ils savent que comme tout le monde croit au système solaire, alors ils peuvent se moquer de vous. Et vous avez 4, 5, 6 ans, on vous apprend le système solaire, on vous demande de construire un modèle du système solaire très tôt à l'école. Vous vous réveillez à la crèche quand vous avez 3 ans et il y a des petites planètes au-dessus de vous. Vous êtes simplement inondé de cette croyance que nous avons prouvée de manière définitive, ok, que les modèles du système solaire sont vrais et que tout tourne autour du Soleil, que la Terre tourne autour du Soleil. C'est un fait incontestable. Ils ne vous disent même pas quelles sont les alternatives ou l'histoire de ces alternatives. Et la réalité est que ce n'est pas de la science, c'est basé sur de la philosophie. Voici ce que je veux que vous compreniez. Vous devriez être en colère, quelle que soit la conclusion à laquelle vous parvenez par vous-même. J'espère que vous êtes au moins suffisamment consterné pour réaliser que vous devez arriver à cette conclusion par vous-même. Mais vous devriez être en colère parce qu'ils ont pris cette décision à votre place, une décision philosophique qui modifie votre représentation du monde. Ils l'ont prise à votre place et vous en ont complètement exclu. Vous n'avez pas votre mot à dire. Ils ne vous en ont même pas parlé. En fait, ils vous ont menti. Ils vous ont intentionnellement trompé. Ils vous ont trompé en omettant tactiquement. Donc, ils ont menti par omission. L'alternative, les preuves qui soutiennent l'alternative. Et puis, ils sont allés plus loin. Ils vous ont raconté comment telle ou telle autre alternative n'était pas vraie et avait été réfutée. Ce narratif historique est un mensonge. C'était des mensonges élaborés de manière tactique, où ils ont retiré, vous savez, les propositions de Newton, où Kepler lui-même a complètement trafiqué ces données. C'était une hypothèse entièrement frauduleuse. Ils ne vous ont jamais dit ça, n'est-ce pas?
Et maintenant que c'est découvert, c'est balayé sous le tapis. Ils ne vous ont pas dit que Copernic dit lui-même que son système ne fonctionnait pas. Tycho Brahe est venu après et son système fonctionnait bien mieux. Copernic a dit « Je ne pense même pas nécessairement que ce soit plausible, encore moins que ce soit vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Je le propose simplement parce que les mathématiques sont plus simples et que je pense que cela nous fait avancer dans la bonne direction. » Et je trouve cela intéressant. Je pense que l'idée est intéressante parce que je pense que le Soleil est super important et il l'a personnifié et déifié pour sa propre croyance gnostique. Pourquoi? Et puis ils vous ont dit, en gros, ils vous ont vendu cette histoire selon laquelle la science combattait la religion, que l'Église retenait Galilée et Copernic, et ils étaient tellement effrayés qu'ils ont découvert la vérité scientifique et son parti pris, mais que l'Église voulait les tuer. Ils avaient donc peur et ils ont dû la combattre. Et finalement, la science a vaincu la religion, qu'ils voulaient croire que la Terre était stationnaire parce que c'est ce qu'ils pensaient que la Bible disait. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est littéralement pas du tout ce qui s'est passé. C'est comme genre dépeindre ce récit selon lequel Galilée avait tellement peur de l'Église. C'était genre, il avait été mis en résidence surveillée, apparemment, dans cet immense château et cet immense manoir. Et il pouvait avoir tout ce dont il avait besoin. Copernic a parlé ouvertement avec les membres de l'Église de l'héliocentrisme plus d'une décennie avant sa mort. Il n'a pas genre laissé sortir l'info juste avant de mourir. Alors nous aborderons cela plus en profondeur à l'avenir. Je vous encourage à vérifier les faits de tout cela. Vous devez savoir comment faire des recherches. C'est pourquoi je vais compiler une grande partie des informations et je vous fournirai les ressources pour toutes ces choses. C'est pourquoi je cite tout spécifiquement, car c'est très difficile à trouver. Alors, je vous encourage, si vous voulez utiliser un moteur de recherche, à utiliser Yandex. On ne peut pas faire confiance à Google pour aucune de ces conversations. Donc c'est yandex.com. Mais tout ce qui concerne Galilée, par exemple, il a en fait écrit une lettre qui désavouait complètement l'héliocentrisme avant de mourir. Il n'y croyait pas vraiment. En fait, il pensait que c'était une hérésie. Et qu'ont-ils fait? Ils ont caché cette lettre. Et puis un professeur se met à creuser, trouve cette lettre, découvre qu'il y a eu une fraude en termes de quelqu'un qui a essayé d'effacer sa signature parce qu'ils étaient tellement en colère à ce sujet. Et maintenant, ils ont créé tout un autre récit où il y a une autre lettre, prétendument. Et il y avait en fait une autre lettre qui désavouait le géocentrisme. Et ils sont venus avec tout ce narratif après coup pour le cacher après avoir menti à ce sujet pendant des siècles. Alors ils mentent sur Copernic, sur ce qu'il a dit, sur ce que disent ses lettres. Ils mentent sur Galilée, sur ce qu'il a dit, sur ce que disent ses lettres. Ils mentent sur leurs observations, ils mentent sur l'exactitude de leurs prédictions, ils mentent sur l'exactitude de leurs modèles et de leurs théories. Ils s'approprient le travail de Newton, ils mentent sur ce que Newton a dit, lui qui a dit qu'il pensait que la gravité était insensée. Et croire que la gravité agirait sur la matière brute innée à travers l'immensité du vide, sur de longues distances, sans aucun milieu intermédiaire, est pour lui une absurdité si grande qu'aucun homme doté d'une faculté de pensée compétente, ne pourrait jamais y tomber philosophiquement. Il pensait que la version moderne de la gravité était si stupide que même si vous étiez un tant soit peu compétent, vous ne la croiriez jamais. Que nous dit-on? Qu'il l'a prouvé parce qu'il a vu une pomme tomber et il s'est dit « Oh, ça veut dire que la Lune est en train de tomber sur moi en ce moment. » Et c'est tellement stupide. Et la quantité de mensonges qui sont introduits dans ce récit dominant, c'est de la folie. Avant même de commencer à aborder toutes les observations, toute la physique, toute la cinématique, toute la dynamique, toutes les preuves astronomiques qui, soit dit en passant, c'est là que vous arrivez en fait à la réfutation directe du modèle dominant. Avant cela, vous devriez vous sentir insulté. Vous devriez avoir l'impression que votre intelligence est insultée, qu'il vous ait conduit dans cette vision du monde toute votre vie avec des mensonges évidents. C'est comme genre vous n'étiez pas capable d'essayer d'examiner les preuves par vous-même et de les comprendre. Et encore une fois, cela a des implications majeures. On peut croire que la Terre n'est qu'une chose insignifiante, un simple grain de poussière dans cet univers en expansion, fruit du hasard. Et juste parce que l'univers est tellement immense, cela s'est produit aléatoirement. Elle n'a vraiment aucune importance particulière. Cela ne signifie pas qu'il y ait quelque chose de spécial à propos de la Terre. C'est juste que l'univers est tellement vaste qu'il y aura forcément par hasard un grain de poussière sur lequel un jour la vie est apparue. L'univers est si ancien et si gigantesque que, vous savez, les probabilités finissent par s'accumuler pour que cela arrive un jour. Et c'est très différent d'eux. Oh, c'est incroyablement spécial et unique. Rien d'autre n'a une position plus spéciale. Elle est au centre de tout. Tout bouge autour d'elle. Alors votre prochaine question logique est « Waouh, comment arriver là? Pourquoi est-ce important? Si c'est important, pourquoi ça l'est? Et comment est-elle arrivée au milieu? N'est-ce pas? Genre qui l'a placée là. » Ce sont des représentations du monde radicalement différentes, même si vous croyez que vous êtes créationniste maintenant. C'est comme si vous aviez toujours une vision du monde corrompue qui a été conçue pour vous par des gens qui ont pris une décision philosophique et vous ont menti sur les détails pour pouvoir faire ça. Très bien, fin de la diatribe. Mais pour moi, c'est dingue.
Et pour appuyer ce qu'il a dit, comme il a dit ici, si vous faites attention, il a dit « Je peux vous construire un univers sphériquement symétrique avec la Terre en son centre. » Et vous ne pouvez pas le réfuter sur la base d'observation. On arrive en 2017. De plus, il semble que les galaxies de l'univers soient disposées en sphères concentriques autour de la Terre. John Hartnett et Koshi Hirano ont fait une étude qui indique que l'abondance des redshifts des galaxies sont périodiquement espacées. Les données sont statistiquement significatives au niveau 4 sigma, ce qui signifie qu'il y a une probabilité de 99,994% que les galaxies soient préférentiellement distribuées dans des coquilles distinctes. Et c'est issu de la périodicité de l'abondance du décalage vers le rouge des galaxies à partir de l'analyse de Fournier des nombres en utilisant SDSS et 2DF-GRS Galaxy Surveys 2007. Sigma 4, c'est 99,994% de probabilité. Les galaxies sont préférentiellement distribuées dans des cercles géocentriques en dehors de la Terre. Cela n'a aucun sens. Pourquoi les galaxies lointaines seraient préférentiellement distribuées par rapport à la Terre? C'est un problème majeur. Alors il a dit « Oh, je peux faire un modèle pour vous. Cela fonctionne parfaitement. Vous ne pouvez pas le réfuter par des observations. » En fait, vous ne pouvez pas prouver l'alternative sur la base des observations. Vous avez un énorme problème. Cela ne peut pas être préférentiel. Cela devrait être complètement indépendant de la Terre. La Terre est censée être aléatoire. Pourquoi les galaxies lointaines se soucieraient-elles de la Terre? Ce n'est pas seulement une question de décalage vers le rouge et de son apparence. Il s'agit de la quantité de ce décalage et de la distribution périodique de la séparation des galaxies. C'est très simple. Comment sont-elles espacées selon un schéma préférentiel très spécifique par rapport à la Terre? Elles ne devraient pas se comporter ainsi. Pourquoi est-ce que ça ferait ça? Et des cercles concentriques. Comment obtient-on des cercles concentriques, des galaxies alignées en cercles concentriques par rapport à la Terre, de manière aléatoire? Ok, allez simplement vérifier. C'est une enquête sur les galaxies, une source très respectée. Allez, continuons. Une citation classique ici. C'est bien sûr l'inventeur de la théorie de la relativité, prétendument, même si tout cela n'était que du plagiat. Albert Einstein. C'est la théorie à laquelle on croit actuellement. La lutte si violente dans les premiers jours de la science entre les vues de Ptolémée et de Copernic. Bien sûr, Ptolémée était un géocentriste et a proposé un modèle géocentrique. Je pense que ça c'était vers 200 avant Jésus-Christ. Et Copernic, une fois encore, l'héliocentrisme en 1543. Le différent entre les deux serait donc tout à fait dénué de sens. L'un ou l'autre système de coordonnées pourrait être utilisé avec la même justification. Les deux phrases, ouvrez les guillemets, le soleil est au repos et la terre bouge, ou, ouvrez les guillemets, le soleil bouge et la terre est au repos, signifieraient simplement deux conventions différentes concernant deux systèmes de coordonnées différents. Einstein et Infeld, L'évolution de la physique, 1938, page 248. Je pense que c'est assez explicite, n'est-ce pas? Je veux dire, il vous dit simplement que l'idée que la Terre est stationnaire et que le Soleil se déplace autour d'elle, ou vice-versa, sont des déclarations tout aussi valables en termes de système de coordonnées, d'observation, de la façon dont les choses bougent. Ils sont tous deux aussi valables. Et tout cet argument, à l'époque, il disait que cela n'avait pas vraiment d'importance, que cela n'avait aucun sens en réalité, parce que cela pourrait être l'un ou l'autre. Alors, en fait, lorsque vous examinez plus en détail les preuves, cela ne peut pas être l'un et l'autre. Seule la Terre en repos peut éventuellement expliquer toutes les observations, et nous allons approfondir cela dans les prochains épisodes. Mais c'est toujours intéressant de voir comment il a proposé une théorie de la relativité spéciale en 1905, la théorie générale de la relativité en 1915. C'était en réponse à quelque chose d'autre que nous aborderons plus tard, à savoir que vous avez Michelson-Morley en 1887 qui vient après l'échec d'Airy et de nombreux autres tests pour expliquer en quelque sorte pourquoi la Terre semble-t-elle stationnaire, même avec des mesures d'interférométrie très précises, ce qui ne devrait pas être le cas. Et il finit par arriver à la conclusion, et c'est des années après les faits. Et il dit simplement, en gros, qu'il s'avère que oui, la Terre pourrait certainement être au centre, et le Soleil pourrait se déplacer autour d'elle. Ça ne s'invente pas. Bon, encore quelques citations. Nous avons ici l'astronome Fred Hoyle. Ouvrez les guillemets. Nous savons que la différence entre une théorie héliocentrique et une théorie géocentrique est uniquement une question de mouvement relatif et qu'une telle différence n'a aucune signification physique. Ceci est de Astronomy and Cosmology, a Modern Course. Les citations sont là. L'astronome Fred Hoyle est la personne qui a inventé le terme Big Bang. J'ai une autre citation de lui ici. La relation entre les deux images, c'est-à-dire le géocentrisme et l'héliocentrisme, se réduit à une simple transformation de coordonnées.
Le principe principal de la théorie d'Einstein est que deux manières de voir le monde qui sont liées l'une à l'autre par une transformation de coordonnées sont entièrement équivalentes d'un point de vue physique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer que la théorie copernicienne est juste et que la théorie ptolémaïque est fausse, dans un sens physique significatif. Maintenant, nous avons le célèbre physicien théoricien et cosmologiste athée Lawrence Krauss. Ouvrez les guillemets. Mais quand vous regardez la carte du CMB, pour ceux qui ne le savent pas, le fond diffus cosmologique, vous voyez aussi que la structure qui est observée est en fait d'une manière étrangement corrélée avec le plan de la Terre autour du Soleil. Bien sûr, il suppose que la Terre tourne autour du Soleil. Ce pourrait être l'inverse, et le Soleil a évidemment son orbite par rapport à la Terre. Est-ce que Copernic revient nous hanter? C'est fou. Nous regardons l'univers entier. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une corrélation entre la structure et le mouvement de la Terre autour du Soleil. Le plan de la Terre autour du Soleil, l'elliptique. Cela voudrait dire que nous sommes vraiment le centre de l'univers. C'est tellement fou. Même avec cette concession ici, il s'accroche à l'idée que la Terre tourne autour du Soleil et que l'univers entier est en relation avec notre système solaire qui se trouve au centre. Mais en réalité, tout ce que nous observons, y compris le mouvement du Soleil lui-même, tout cela tourne autour de la Terre. Voilà donc ce que dit Lawrence Krauss. Voici une citation nouvelle, plus récente. Ouvrez les guillemets. Beaucoup voient donc l'importance de la théorie copernicienne comme résumée dans ce qu'on appelle le principe copernicien, qui est le titre de cette émission, ou parfois le principe de médiocrité. Et voilà à nouveau, pas important, médiocre, pas spécial ou unique. L'affirmation selon laquelle la Terre n'a rien de spécial, et par extension, rien de spécial à propos de ses habitants. Nous suggérons cependant la conclusion surprenante qu'un certain nombre de résultats scientifiques importants indiquent que nos arrière-petits-enfants pourraient vivre dans un monde où le principe copernicien a été consigné à la poubelle. Dans leur monde, la Terre sera considérée comme spéciale, voire peut-être même unique, nageant dans un vaste univers extraterrestre qui leur parle de la particularité de la Terre, la vie telle que nous la connaissons. Publié dans le magazine de Notre-Dame. C'est Michael Crow, qui est un professeur de Notre-Dame, encore une fois très respecté et souvent récompensé. Et voici un physicien théoricien célèbre, dont tout le monde a sûrement entendu parler, Richard Feynman. Feynman a donné des conférences et a contribué à la physique quantique. C'est pour cela qu'il est surtout connu. Ouvrez les guillemets. Je soupçonne que l'hypothèse d'uniformité de l'univers reflète un préjugé. Il serait embarrassant de découvrir, après avoir déclaré que nous vivons sur une planète ordinaire, autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire, que notre place dans l'univers est extraordinaire. Pour éviter l'embarras, nous nous accrochons à l'hypothèse d'uniformité. Or, l'uniformité étant, bien sûr, l'idée que l'univers entier s'étend, uniforme, homogène, uniformément réparti. Dans cette distribution uniforme et régulière, toute l'énergie se répand uniformément. Toute l'énergie est la matière. Elle est homogène. Et ceci est nécessaire pour affirmer que la Terre n'est pas spéciale ou unique dans sa position. Et donc il suppose l'homogénéité. Et il souligne cette idée. Je soupçonne que l'hypothèse d'uniformité de l'univers reflète un préjugé. Qu'on ne dirait pas. Bien sûr que c'est le cas. Bien sûr que c'est le cas. Et il dit qu'il s'accroche fondamentalement à l'hypothèse d'uniformité pour éviter l'embarras. Pensez à quel point cela serait embarrassant. Il faudrait que nous insistions constamment sur le fait que, comme base fondamentale de toute notre cosmologie, de toute notre astronomie, de toute notre astrophysique et de notre physique théorique, nous ne sommes que cette planète ordinaire insignifiante tournant autour d'une étoile ordinaire et d'une galaxie ordinaire pour découvrir qu'en fait, notre place est super spéciale et extraordinaire. Ce serait une énorme pilule d'humilité. Nous exclurons et éviterons simplement cela pour éviter l'embarras le plus longtemps possible si c'était vrai. On doit féliciter Richard Feynman pour avoir au moins souligné ça.
Et ici, nous avons l'astrophysicienne Célérier. Voyons-nous vraiment une constante cosmologique dans les données de supernova, Astronomy and Astrophysics? Écarter le principe cosmologique, qui est aussi appelé le principe copernicien, car c'est encore le principe de base de la cosmologie moderne, selon lequel la Terre n'est ni spéciale ni unique. Et peu importe ce que disent les données, nous devons l'interpréter en supposant que, où que se trouve la Terre, qu'elle n'est pas réellement spéciale ou unique. Elle est juste totalement aléatoire et sans importance. Écarter le principe cosmologique est une interprétation valide des données. Elle ne dit pas que le géocentrisme est viable ou possible. Elle dit une interprétation valide des données et qu'elles excluent directement le principe copernicien comme étant même possible. Quelques citations supplémentaires ici. Parce que si quelqu'un veut croire au courant dominant, il doit comprendre l'histoire narrative officielle dominante. S'ils veulent faire appel à des autorités, ils doivent savoir ce que les autorités les plus vénérées et respectées ont à dire. Vous devez comprendre ce que vous croyez avant de croire. Vous ne pourrez certainement jamais avoir une croyance justifiée si vous ne la comprenez même pas. Voici le célèbre Stephen Hawking, dans la théorie du tout de 2002. Ouvrez les guillemets. Il pourrait sembler que si nous observons que toutes les autres galaxies s'éloignent de nous, alors nous devons être au centre de l'univers. Il existe cependant une explication alternative. L'univers pourrait aussi avoir la même apparence dans toutes les directions, vu de n'importe quelle autre galaxie. Comme nous l'avons vu, c'était la deuxième hypothèse de Friedman. Nous n'avons aucune preuve scientifique pour ou contre cette hypothèse. Nous y croyons uniquement par modestie. Ce serait très remarquable si l'univers avait la même apparence dans toutes les directions autour de nous, mais pas autour d'autres points de l'univers. Remarquable pour l'hypothèse matérialiste, selon laquelle la Terre n'est pas spéciale. C'est précisément ce qu'il dit. Voici donc, comme je l'ai dit, Stephen Hawking expliquant exactement ce que je dis, afin que vous ne commenciez pas à regarder cette série en vous convainquant d'une manière ou d'une autre qu'il s'agit juste d'un détracteur de la science exagérant les choses. Non. Tout ce que je dis est facilement vérifiable et exact. Le revoilà. Alors, qu'est-ce qui est réel? Le système ptolémaïque ou copernicien? Encore une fois, c'est l'héliocentrisme ou géocentrisme. Bien qu'il ne soit pas rare que les gens disent que Copernic a prouvé que Ptolémée avait tort, ce n'est pas vrai. On peut utiliser l'une ou l'autre image comme modèle de l'univers, car nos observations du ciel peuvent être expliquées en supposant que la Terre ou le Soleil est au repos. C'était dans les années 2000, Stephen Hawking. Pour vous dire que les observations célestes, entre guillemets, peuvent parfaitement être expliquées avec la Terre au repos. Je pense que c'est la dernière citation pour vous. C'est la critique du professeur de physique Richard Cohn Henry, critique de Quantum Enigma en 2006. Citation. « Cela fait plus de 80 ans que la découverte de la mécanique quantique nous a donné la vision la plus fondamentale de notre nature, le renversement de la révolution copernicienne et la restauration de l'être humain à la centralité de l'univers. » Il continue en disant « Pourtant, avez-vous déjà lu auparavant une phrase ayant un sens similaire à celui de ma phrase précédente ?» Probablement pas. Et selon moi, la raison à cela est que les physiciens sont dans un état de déni, traversant des peurs et des angoisses très similaires à celles qu'ont connues Copernic et Galilée, avec leurs perturbations de la société. Intéressant. Intéressant. Très bien, voici toutes les citations que j'ai rassemblées pour cet épisode. Voici donc le PowerPoint, Middle Ground. Épisode 1, le principe copernicien. Je ne voulais pas trop submerger les gens ici, mais je peux répondre à quelques questions et vérifier le super chat. Je veux garder l'émission assez courte pour que vous puissiez l'envoyer et que les gens puissent la regarder. Mais je vais vous donner le principe de base ici. Toutes les observations astronomiques montrent que la Terre est au centre, et le modèle actuel dit « Oh, eh bien, c'est une illusion ».
Et si vous restez dans les parages, la raison pour laquelle j'ai procédé de cette façon est que je sais que l'un des principaux sorts et l'une des principales tactiques d'intimidation utilisées est du genre « Oh, vous pensez que vous êtes plus intelligent que tous les scientifiques? Je ne peux pas croire que vous soyez assez stupide pour écouter telle ou telle personne, ou pour croire cela, parce que vous pensez que tous les scientifiques ont tort. Vous pensez que tout le consensus de toutes les autorités est faux. » Mais c'est genre vous donner une fausse représentation des autorités auxquelles vous faites appel. Alors évidemment, vous ne croyez pas aveuglément ce que disent les autorités, entre guillemets. Ce serait ridicule. Que se passe-t-il lorsque deux autorités ne sont pas d'accord? On ne peut pas prendre la parole d'une, entre guillemets, autorité comme parole d'évangile. C'est fondamentalement fallacieux et illogique. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quelle est la véritable situation. La véritable situation, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui disent « Bon sang, nous nous accrochons vraiment à cette idée d'un point de vue philosophique, et c'est juste parce que nous avons un parti pris philosophique. C'est un préjugé », pour citer Feynman. Et nous le croyons uniquement par modestie, en citant Hawking. Et nous le faisons pour éviter la nature intolérable d'un emplacement privilégié et spécial, pour citer Edwin Hubble. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement vrai, et il n'y a aucune observation que vous puissiez faire qui le prouverait réellement, pour citer Hawking et Fred Hoyle. Et c'est cinématiquement identique, c'est juste un renversement du système de coordonnées. Et tout le débat et la lutte de l'époque étaient assez dénués de sens parce que vous pouviez dire que la Terre est au repos et que le Soleil tourne autour d'elle, ou vice-versa, et ils sont tout aussi valables, pour citer Einstein. Et l'héliocentrisme et le géocentrisme sont identiques en valeur et en viabilité. Et cela se base simplement sur la méthodologie réelle utilisée pour cartographier les planètes par rapport aux observations, Fred Hoyle. Et cela continue encore, encore et encore. Ce n'est qu'un aperçu. Alors évidemment, si vous allez écouter Géocentrisme sur ma chaîne et aussi sur Vérité Pleine Traduction, vous ne pouvez pas vraiment le rechercher sur Google ou sur YouTube. Vous devrez en fait accéder manuellement à l'émission. Vous pouvez le rechercher sur Yandex. Ce sera comme le 5e ou 6e résultat. Alors, je ne lirai pas des citations à chaque fois. Ce que je ferai, c'est assembler différents PowerPoint avec des visuels et des explications pour vraiment décomposer exactement comment tout cela fonctionne. Donc, dans le prochain épisode, nous parlerons de ce qu'est exactement la cinématique et la dynamique. Comment, si nous voyons les planètes bouger, comment cela fonctionne, afin que vous puissiez réellement avoir un concept et une compréhension exacte de ce qu'est exactement l'alternative au géocentrisme. Je vais commencer à saupoudrer quelques joyaux pour les personnes qui sont déjà ici et qui connaissent un peu le sujet. Croyez-moi, j'ai déjà trouvé pas mal de choses. En fait, vous pouvez réfuter le modèle héliocentrique en regardant dans le ciel. Et j'en révélerai certaines dans le prochain épisode et l'épisode suivant. Je vais époustoufler les gens quant à la nature frauduleuse de ce que Kepler a fait. Je vais époustoufler les gens en termes de mécanismes réels de mouvement qui sont possibles et qui ne le sont pas. Non seulement le géocentrisme est possible, mais il permet de prédire des anomalies que le modèle héliocentrique ne prédit pas et ne peut pas expliquer. C'est tout ce que je dirais pour l'instant. C'est dingue. Et il y a une observation qui arrive en décembre, à la fin de décembre, qui prouverait définitivement une voie ou une autre. Nous savons tous dans quelle direction cela va aller. Cela va aller dans le sens du géocentrisme. Et c'est une observation de Mars. Nous allons donc approfondir les preuves spécifiques, les tests qui ont été effectués au fil des ans et qui montrent que la Terre ne bougeait pas. Les observations qui montrent que la Terre ne bougeait pas. Tous les changements et les réifications, le déplacement des objectifs et le changement des théories qui ont été faits pour le système de croyance héliocentrique. Et j'espère que vous pourrez être suffisamment informé pour vous sentir à l'aise dans votre décision. Et oui, je veux dire, vous savez, oh non, vous découvrirez peut-être que cet endroit est spécial et conçu, ou quelque chose comme ça. Et oui, eh bien, si c'est le cas, ne voudriez-vous pas le savoir? Pourquoi seriez-vous en colère contre moi? Vous voyez, pourquoi m'attaqueriez-vous? Ne seriez-vous pas reconnaissant que cet endroit ait été créé et que c'est ainsi que vous devriez le regarder? Trop cool, voilà, ce n'est qu'une introduction. Laissez-moi vérifier les dons. Autrement, je vais conclure. J'ai eu une longue journée. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire court. C'est une introduction très élémentaire, donc je sais qu'il n'y a peut-être pas tout ce qu'il faut et que les gens en veulent. Je veux juste que les gens soient initiés à l'idée et qu'elle soit digeste et partageable. Et on aura Schooling Globers qui reviendra le mercredi.
et on va commencer cette nouvelle série qui contiendra des informations de très très grande qualité. Après ça, vous ne pourrez revenir en arrière. Et si vous pouvez amener quelqu'un que vous aimez à s'asseoir, à le digérer, à écouter et à être honnête et ouvert d'esprit. Surtout avec les futures émissions où nous allons vraiment décomposer les concepts avec une aide visuelle. J'encourage donc les gens à rester à l'écoute. Très bien, nous sommes à jour surtout. Je vais donc conclure. Ok, je vous aime les amis. Cherchez et parlez la vérité sans équivoque. Les faibles trouvent leur satisfaction dans le consensus de l'ignorance. Alors pourquoi se soucier de ce que pensent les autres? Ils vous attaqueront toujours, souvent à partir d'une position d'ignorance. Cela s'est produit tout au long de l'histoire. En fait, certaines des personnes les plus intelligentes et brillantes ont été attaquées par des gens incroyablement ignorants, ou moins intelligents qu'elles. Vous savez comment ça fonctionne en général. Les faibles trouvent leur satisfaction dans le consensus de l'ignorance. Donc, au final, peu importe ce que les gens pensent, la vérité n'est-elle pas ce qui compte? Surtout lorsque la vérité a des implications aussi importantes que celles de cette discussion. Vous devriez être honnête, être fort, rechercher la vérité. Une fois que vous la trouvez, vous devez la dire. C'est une manière de vivre extrêmement libératrice et épanouissante. Et c'est ce que le Créateur veut. Oui, c'est ce que le Créateur veut pour vous. Et si vous n'êtes pas encore dans une compréhension du Créateur, vous devriez au moins vous soucier de la vérité pour vous-même, même d'un point de vue individualiste. Allez-vous vraiment laisser ces gens décider pour vous ce que vous croyez, prendre des décisions philosophiques à votre place et s'assurer que vous ne voyez pas les informations comme si vous étiez un enfant incapable et digne de confiance pour examiner les preuves par vous-même, découvrir la vérité et vous faire votre propre opinion? Le plan consiste à cacher stratégiquement certaines choses pour s'assurer que vous croyez ce qu'ils pensent que vous devez croire. Cela devrait vous offenser. Alors, toujours dire la vérité, parce que ce qui est vrai est rarement populaire, et ce qui est populaire est rarement vrai. Till Wednesday, Skull and Glober's coming back. That's season 2. I'll catch up with you guys on the flip. Peace.